Première coulée d'or de la mine Houndé Gold Operation 18 mois après son inauguration. Le président du Faso a assisté à cette coulée d'or qui marque l'entrée en production de cette 11e mine d'or industrielle du Burkina Faso. La production attendue est de 6 à 8 tonnes par an avec 20 milliards de francs CFA chaque année au profit du budget de l'État. Et puis par la suite, Roch-Marc Christian Kaboré a mis le cap sur Gawa pour la célébration de la fête de l'indépendance du Burkina Faso. De Oronkwa à Gawa en passant par Dano, Djibouti, Tsankoura et Burum. Le chef de l'État a été bien accueilli à son passage par les populations des localités traversées. Le président du Faso est arrivé à Gawa aux environs de 17h. Nous serons en duplex avec Peggy Ouedraogo depuis la cité de Bafouji dans quelques minutes. Dans l'actualité également, le programme spécial solaire lancé par le gouvernement est en marche. Un programme qui vise l'électrification de 100 villages du Burkina Faso. 2 villages de la commune de Djalgaï dans le Kouritenga viennent de bénéficier de ce programme. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Cela dit, le président du Faso a assisté ce 9 décembre à la première coulée d'or de Houndé Gold Operation avec une production attendue de 6 à 8 tonnes par an. Cette mine d'or va permettre à l'État burkinabé d'engranger 20 milliards de francs CFA chaque année. À côté de cela, ce sont 700 emplois directs qui sont créés avec l'entrée en production de cette mine. Une mine qui permettra, selon le chef de l'État, de booster le développement local et de réduire le taux de chômage. Nous y reviendrons en détail un peu plus tard. Voilà, après avoir assisté à cette cérémonie d'entrée en production de la mine d'or de Houndé, le président du Faso a mis le cap sur Gawa pour le 57e anniversaire de l'indépendance du Burkina Faso. Nous sommes à 2 jours de cette fête et pour les actualités du 11 décembre 2017, nous retrouvons en duplex Peggy Ouedraogo depuis Gawa. Bonsoir Peggy. Nous sommes à 2 jours de cette fête et pour les actualités du 11 décembre 2017, nous retrouvons en duplex Peggy Ouedraogo depuis Gawa. Bonsoir Peggy. Nathalie Kaoré, bonsoir. Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de nous retrouver ici à Gawa, dans la cité de Bafouji, qui vit au rythme de la commémoration du 57e anniversaire de l'indépendance du Burkina Faso. Le chef de l'État, vous l'avez dit, est arrivé en fin d'après-midi à Gawa. Roch-Marc Christian Kaboré a marqué plusieurs arrêts dans les localités traversées à la suite du cortège présidentiel. Depuis le premier arrêt à Oronkwa, nous suivons le reportage de Salifou Belem et Olopoda. Traversée à la suite du cortège présidentiel depuis le premier arrêt à Oronkwa. Nous suivons le reportage de Salifou Belem et Olopoda. Traversée à la suite du cortège présidentiel depuis le premier arrêt à Oronkwa. Nous suivons le reportage de Salifou Belem et Olopoda. La célébration de la fête nationale, c'est tout le sud-ouest qui en est fier. Nous sommes très contents d'accueillir le président et toute sa suite pour le 11 décembre, qui est un événement à nous tous. Les gens ont compris l'enjeu, donc ils sont mobilisés pour accueillir le président. Cet accueil, dans la pure tradition du peuple du Sud-Ouest, n'a pas laissé l'ordre du jour indifférent. Quelques poignées de main suivies d'échanges et revoilà Roch-Marc Christian Kaboré en route pour la capitale du Sud-Ouest. Escale à Dano, Djikologo, Djibouti, Tsankoura et Burum. Dans toutes les localités traversées, même ferveur et même enthousiasme. La joie de recevoir le président du Faso ne se dissimule pas, preuve que les populations du Sud-Ouest attendaient le chef de l'État. Nous avons un devoir de reconnaissance. Je ne sais pas si vous êtes déjà arrivé dans la capitale régionale, si vous n'avez jamais vu. Je crois qu'au Prorata, c'est la ville qui a le plus de routes bitumées au Burkina Faso aujourd'hui. Je passe outre les différentes infrastructures structurantes. Donc, le mot d'ordre, on doit reconnaître ça, on doit dire merci, on doit ovationner la personne par laquelle toutes ces réalisations ont été faites pour notre région. À 17h, le cortège présidentiel fait son entrée dans la ville haute. Tout Gawa est là aux côtés des autorités administratives pour la circonstance.
Le chef de l'État prend un bain de foule avant de prendre la direction de son pied-à-terre sous les ovations. Des jeunes à l'école de l'expérience des aînés, la matinée de ce 9 décembre a offert ce cadre de dialogue intergénérationnel à Gawa. Les participants sont unanimes, il faut favoriser ce dialogue entre jeunes et anciens pour un développement concerté de la région du Sud-Ouest. Cette conviction partagée donc résulte d'un panel organisé ce matin même à Gawa. Le reportage de Moussa Oudraogo et Nyakiteda. Ici à Gawa, les générations se parlent. Anciens et jeunes sont invités dans cette salle à un dialogue intergénérationnel. L'Association des jeunes pour le développement durable du Burkina est l'initiatrice. Angers met en tandem les générations pour le développement du Sud-Ouest. Nous avons initié ce dialogue pour que les aînés puissent apprendre aux jeunes comment faire pour parvenir là où eux ils sont, et également que nous puissions réfléchir ensemble comment est-ce que nous pouvons agir en tandem pour développer l'ensemble de la région du Sud-Ouest. Pour y parvenir, les jeunes sont guidés sur les pas des aînés et doyens d'horizons divers. Déjà, le maire de la commune de Gawa s'engage à instaurer un cadre de dialogue avec les jeunes. Alors que Sibiao Mensa Jean-Baptiste, ancien encadré pédagogique et homme politique, s'emploie en conseiller en invitant les jeunes à aller vers les aînés. La jeunesse peut également compter sur l'APFG, dont les conseils reposent essentiellement sur la responsabilité, la conviction, le tout guidé par la détermination de soi. Le vent a bien tourné vers eux. Il faut que les jeunes s'engagent. Il faut qu'ils s'engagent à prendre leur propre destin en main. Parce qu'il faut qu'ils soient utiles à eux-mêmes et utiles aux autres. C'est ainsi qu'ils peuvent développer leur région, qu'ils peuvent développer le Burkina Faso. Les jeunes auront pour exemple un n'est pas des moindres. Kassoum Kambou, le président du Conseil constitutionnel. Il faut travailler de chaque côté, que les jeunes essaient d'approcher les aînés pour apprendre leur expérience, et que aussi les aînés puissent aussi appeler les jeunes pour leur dire voilà ce que nous avons comme expérience, voilà ce que nous pouvons vous dire, vous donner comme expérience pour vous aider à évoluer. Au terme d'un jour de débat, jeunes et anciens s'accordent à dire que le dialogue est le seul gage pour une transmission du savoir, mais aussi surtout de bons actes de développement de génération à génération. Allons à présent à la découverte d'un centre d'accueil avec la particularité d'offrir aux pensionnaires la vie en pays lobby. L'architecture des lobbyries est en effet magnifiée à l'hôtel Soukala, inauguré en marge de la fête de l'indépendance. Le centre d'accueil a retenu l'attention du ministre en charge de la culture et celle également de nos reporters Alidou Badini et Issa Kanana. Le paysage hôtelier de la ville de Gawa vient de s'enrichir avec l'ouverture d'un nouvel hôtel. L'hôtel Choukala en langue mandé ou la forteresse en français, situé sur l'axe Gawa-Bati. Ce nouvel espace vient améliorer l'offre d'hébergement de la région du Sud-Ouest et en particulier la ville de Gawa, surtout en cette période où se loger dans la cité de Bafouji est un casse-tête chinois. Dans tous les sous-groupes du pays, des lobbies qui sont dans la région du Sud-Ouest, pratiquement dans leur village, ils construisent que des soukala, que des forteresses pour lutter contre l'ennemi dans les histoires récentes. Et donc nous avons essayé d'adapter cette architecture qui est vraiment jolie pour que quand quelqu'un dit « je viens au pays lobby », que lorsqu'il arrive, qu'il dorme dans une case lobby. L'hôtel Choukala, c'est une capacité de 12 chambres fonctionnelles pour le moment, une réception et un restaurant, le tout construit dans une architecture du pays lobby. Cela a suscité l'admiration du ministre de la Culture, des Arts et du Tourisme, venu féliciter et réaffirmer son soutien et son encouragement aux promoteurs de cette infrastructure touristique. La culture, elle est vivante, dynamique. Et c'est ça que nous voyons ici, où le promoteur a pris la culture lobby et y a intégré du modernisme. Et les matériaux, vous le voyez vous-même, sont adaptés à l'environnement. Ouvert dans le cadre du 11 décembre à Gawa, l'hôtel Choukala est toujours un vaste chantier, notamment l'achèvement de ses bâtiments et un jardin à réaliser. L'objectif à terme étant de faire de cet hôtel un véritable centre écotouristique dans la région du Sud-Ouest pour un investissement total d'1 milliard de francs CFA.
Une rue qui vaut le détour à présent dans la ville de Gawa. Il s'agit de celle d'Etransi Bavard. C'est l'une des plus anciennes de la ville. Baptisée ainsi dans les années 70, la rue est gravée dans la mémoire des Gawalais, mais également dans celle de tout visiteur. Pourquoi cette appellation et quelle incarnation cette rue a-t-elle? Petit cours d'histoire avec Moussa Ouedraogo et Nyarkiteda. La rue d'Etransi Bavard, un nom atypique collé à cette principale artère de la ville de Gawa. Une appellation qui suscite bien de curiosité, et c'est cette curiosité justement qui nous amène à l'endroit pour la découvrir afin de mieux comprendre. Et nous y sommes avec un des acteurs. Il était là entre les années 60 à 70 et fait partie des membres des groupes qui fréquentaient la rue. Le groupe donc s'asseyait sur les ponts. Je sais qu'à côté de Tila, c'était le pont du docteur Da Soyon, inviolable. Il a son groupe là-bas. C'est le groupe de Da Soyon, la famille des jeunes Tila et la famille Traoré Aruna qui de temps en temps venaient le rejoindre, les grands étudiants en son temps. Nous on était des élèves. Hein. De l'autre côté vers Philippe, c'était un autre pont où les enfants de Philippe, il était député, ils avaient quelques petits moyens. Et ça c'est aussi sur ce pont-là. Les filles qu'ils avaient là-bas, c'est inviolable. On ne touche pas. Moi, Yamasa, qu'on appelle Kawakuru aujourd'hui, je me suis retrouvé sur le pont qui regarde le cabaret Momo. Ce pont-là, c'était notre pont également. Il était avec les barils, infirmiers vétérinaires, les infirmiers et nous. Ici, là où nous sommes arrêtés, c'est ceux du secteur 4 qui y venaient. Si tu ne sors pas sur cette rue, tu ne verras aucune fille. C'est ici qu'on cherche nos filles. Et quelqu'un, parmi les élèves et étudiants, a compté ou il a compté, il n'a pas compté, c'est informel. Hein? Un jour, il dit qu'il y a 36 qui s'asseyent ici. C'est ainsi qu'est venue l'appellation la rue des 36 Bavards, portée par des jeunes dans l'informel. De l'informel au formel, on peut le dire ainsi, puisque le président Thomas Sankara a fini par reconnaître le nom de la rue, avenue des 36 Bavards. Le président Sankara a grandi à Gawa. Quand il était jeune, il nous voyait. Il ne nous approchait pas. Hein. Il nous voyait et il a entendu cela. Et quand même il était président, il venait de nuit s'asseoir chez Philippe où il faisait faire le thé avec les enfants, les plus jeunes. Et il leur parlait de la rue de 36 Bavards. C'est en cela que Thomas Sankara a fini par être accepté par les Gawalais. En cela, il a voté la rue des 36 Bavards comme nous l'avons voté nous-mêmes. Et aujourd'hui, réellement, Thomas Sankara, c'est lui d'ailleurs qui regarde la voie aujourd'hui pour nous. Élèves, étudiants, jeunes fonctionnaires ou anciens soldats de l'époque se retrouvaient là, lieu de causerie par excellence pour discuter. Mais c'est aussi là que le changement de mentalité à Gawa va jaillir. Le développement de Gawa, parce que c'est là qu'on a eu l'idée d'enlever les feuilles de nos mamans. C'est là qu'on a eu l'idée d'enlever les plaques de la mutilation labiale de nos mamans. C'est ici qu'on a arrêté la stratégie pour sauver nos mamans de cette affaire de mutilation labiale et sauver nos mamans. Du port des feuilles, on cotisait pour leur payer des pagnes, pour les amener à se développer mieux que maintenant et avant. Aujourd'hui, la rue porte le monument Thomas Sankara qui a passé une partie de son enfance à Gawa et est aujourd'hui l'idole des descendants de Bafouji. On peut le dire sans risque de se tromper, le Faso d'Anfani est un signe extérieur du patriotisme burkinabé et nous sommes nombreux à le porter avec fierté. Et bien sachez qu'ici à Gawa, la Létoffe est la star de la foire de l'indépendance. Sur le site où est implanté cet espace de rencontre et de vente, les promoteurs du FDF se frottent les mains. C'est ce que nous disent Moussa Ouedraogo et Bouma Ernest Nebié. Le pain tissé burkinabé, le Faso d'Anfani, a l'honneur à la foire de l'indépendance à Gawa. Il y occupe une place de choix.
Nous sommes ici dans le stand de Viviane Compaoré, exposante venue de Ouagadougou. J'ai amené presque tous les modèles. Ça marche et nous espérons faire de bonnes affaires d'ici la fin de la foire. Les modèles de couture varient d'un stand à l'autre. Des pagnes simples, des prêt-à-porter, des complets, des chemises pour hommes, des chemises pour femmes et même pour enfants. Des boubous et des chemises qui s'arrachent comme deux petits pains. Et on fait spécialité le traditionnel. Les ensembles boubou d'agara, hommes, femmes, enfants, des tenues de mariage en Damfani, 100% Damfani. C'est pour valoriser la culture et amener tout le monde à s'habiller dans le pain qui est tissé chez nous. Dans ce stand, le boubou d'agara est prisé et l'exposante est dépassée par les commandes. Son téléphone ne cesse de crépiter. Le boubou d'agara là rapidement, au moins 20 complets. Les chemises simples la 30, pour les femmes la 15. Tu envoies rapidement au stand parce que le stock qu'on a mené c'est déjà fini. Depuis le matin, les clients viennent, ils prennent, ils s'aiment. Ça marche, ça va. On rend grâce à Dieu. La foire de l'indépendance prend fin ce 12 décembre 2017. Une foire qui devra permettre aux vendeurs et acheteurs de faire de bonnes affaires. Et cette journée du 9 décembre a été mise à profit par le ministère en charge de la solidarité nationale pour tenir les 24 heures de la femme et de l'enfant. L'une des articulations de cette journée a été la remise symbolique de vivres et de matériels médicaux. Les patients du centre hospitalier régional de Gawa et les pensionnaires de la maison d'arrêt et de correction en sont donc les bénéficiaires. Les images avec Mané Kayen et un commentaire signé Aboubakar Traoré. Au centre hospitalier régional de Gawa, le ministère de la Solidarité nationale et Plan Burkina ont remis symboliquement des vivres et du savon. Au total, ces dons destinés aux services sociaux et au centre de rééducation nutritionnelle est composé de plus d'une tonne de riz, d'une tonne de maïs, des sacs de petits milles, des bidons d'huile, des cartons de savon et de sucre. Dans la journée, il faut compter une cinquantaine de personnes à prendre en charge sur le plan nutritionnel. Ces dons viennent à point nommé. Ça pourra permettre d'améliorer l'aspect nutritionnel de cette cible. À la maison d'arrêt et de correction de Gawa, la ministre de la Solidarité nationale est allée aussi les bras chargés de cadeaux. Là-bas, Laure Zongo a remis du matériel de couchage, du savon, des bassines, 2 tonnes de riz, 1 tonne de maïs, 1 tonne de farine, ainsi que des kits pour femmes et pour enfants. Nous ne pouvons donc dire vivement merci à Madame la ministre, en tout cas, qui nous fait un important don en vivre. À travers ces dons, le ministère de la Femme et de la Solidarité nationale entend permettre à ces personnes malades et celles privées de leur liberté de participer aux festivités du 11 décembre 2017 dans la cité de Bafouji. Pour nous, la fête ne doit pas seulement se faire à l'extérieur. Ceux qui sont ici à l'intérieur de la prison doivent aussi célébrer cette journée avec ceux qui sont à l'extérieur pour que tous ensemble fêtons dans l'unisson. Ces dons entrent dans le cadre des 24 heures de la femme et de l'enfant initié par le ministère de la Femme et de la Solidarité nationale à Gawa. La reconnaissance, on l'en retrouve également chez Elifen Minungu. C'est lui qui, pour la 2e fois consécutive, remporte le trophée du concours dénommé « Je slame pour ma patrie ». L'épilogue de ce concours qui magnifie l'expression. Vous avez pu le suivre donc en direct hier sur la télévision nationale. Sinon, voici le résumé que nous proposent Moussa Ouedraogo et Draman Guéné. Je leur ai demandé d'être solidaires, de croire à la tête et de l'accompagner. Parce que la tête seule ne peut rien faire. La tête veut aller, mais c'est au pied de marcher. Que de la profondeur dans son texte. Civisme, éducation et bonne gouvernance. Elifen Minungu, sacré meilleur slameur en herbe du Burkina, au concours Je slame pour la patrie. Le candidat de la région de l'Est se succède à lui-même. Il est aussi lauréat de l'édition de 2016. J'étais dans la ligne de mire des autres aussi parce que ça fait la 2e fois et c'est la première fois qu'un candidat revient pour la 2e fois. Donc disons c'est un défi et un poids qui vient d'être déchargé et par la grâce de Dieu. Au classement, la jeune Martine Konkobo de la région du Centre-Est prend la 2e place. Je sais que les têtes viennent, mais les têtes passent.
Pourtant, quand la famille naît, la famille reste, que ça passe ou ça casse, pourvu que le Burkina passe avant tout le reste. Thiemé Lompo de la région du centre est 3e au classement. Pari gagné pour le jury et les organisateurs qui se réjouissent de la qualité des messages livrés. C'est des messages qui appellent à la paix, aussi bien les jeunes que les décideurs. C'est des messages qui appellent au civisme, au patriotisme. Ça a été un tamisage. Il y a eu 200 candidats au départ et 5 en finale. Et le produit fini, il est à la hauteur de nos espérances. Les 5 finalistes de cette 5e édition du concours d'art oratoire ont fait chacun 2 passages avec des thèmes variés. Est-ce que le pays peut compter sur Yvonne pour garder le bien public? Si elle, la secrétaire, prend notre téléphone pour faire une conférence avec Chouchou Cédric. Depuis 2016, Juslam pour la patrie est organisé chaque année en marge de la fête nationale de l'indépendance. Voilà, le palu est devenu dingue. 134 km, c'est la distance qui sépare la ville de Dano à celle de Gawa. Elle a été parcourue par 87 coureurs issus de 35 clubs burkinabés pour le Grand Prix de l'indépendance. Après plus de 3 heures de course cycliste, Abdoulaye Rouamba de l'AJCK est arrivé premier. Le film de cette course avec Alassane Bani et Mahamadi Wena. En l'absence de Mathias Sorgo, vainqueur de l'édition 2016, Abdoulaziz Nikema de la team USFA était le favori pour glaner un 2e sacre au Grand Prix de l'indépendance. Mais Abdoulaye Rouamba a déjoué tous les pronostics pour s'octroyer ce Grand Prix version 2017. C'est dans 500 mètres que moi j'ai senti que je peux gagner. Parce que si moi je vais laisser Aziz va démarrer, je ne peux pas gagner. Il a ravi la vedette aux 86 autres coureurs des 35 clubs qui ont pris le départ avec lui à Dano. Dès la sortie de Dano, Abdoulaye Rouamba et 10 autres coureurs prennent l'initiative de s'échapper. Une échappée qui va se réduire à un groupe de 9 coureurs après le sprint intermédiaire à Diebougou. C'est ce groupe de 9 échappés qui entre triomphalement à Gawa et après 4 tours de 4 km 800 à l'intérieur de la ville. Abdoulaye Rouamba de l'AJCK s'impose au sprint devant Abdoulaziz Nikema de l'USFA et Aziz Balbodé de Tanalise. Les 134 km de course ont été bouclés en 3 heures 21 minutes 53 secondes, soit à la vitesse moyenne de 39,824 km/h. Vu l'engouement qu'il y a eu ici à Gawa lors de l'arrivée du peloton, ça veut dire qu'il y a eu une adhésion totale des populations du sud-ouest. Ça veut dire que nous allons avoir donc de nouveaux jeunes qui vont certainement s'intéresser à ce sport-là. Les 10 premiers à l'arrivée se partagent la somme de 2 millions de francs CFA, dont 600 000 et le trophée pour Abdoulaye Rouamba, grand vainqueur de ce Grand Prix cycliste de l'indépendance 2017. L'anniversaire était célébré le 20. Nathalie Kaoré, voici pour l'actualité ce soir à Gawa. Elle continue bien sûr demain à 20h, mais un avant-goût sera proposé aux téléspectateurs à 13h avec Godefroy Vazier. Merci à vous, Peggy Ouedraogo. Merci aussi aux équipes rédactionnelles et techniques de la RTB, basées donc depuis quelques jours à Gawa pour nous faire vivre le 57e anniversaire de la fête de l'indépendance du Burkina Faso. Et puis, nous ne quittons pas le sud-ouest, nous y restons pour découvrir le mont Huilé, situé à 15 km de Batié, dans la province du Numbiel. L'histoire nous apprend que cette haute colline a hébergé les habitants de Dokita pendant l'occupation du sud-ouest par les troupes de Samori Touré. Aujourd'hui, cette colline est sacrée pour les habitants de la zone. On en sait plus avec Issa Kafando et Aimé Solange Djigma. Situé à 15 km au sud de Batié dans le Numbiel, Dokita est un village au pied du mont Huilé ou la très haute colline en langue birifort. Une colline qui a permis aux habitants de Dokita d'échapper au pillage des troupes de Samori Touré vers 1840. Il a appris des grands-parents que Samori est venu pour attaquer le village de Dokita. Les villageois se sont réfugiés sur la colline et ils envoyaient les cailloux depuis le sommet de la colline sur l'ennemi, les cavaliers de Samori. Donc ils étaient en train de tuer les chevaux et des soldats de Samori. Samori s'est retiré avec ses troupes
et les populations à trouver la paix dans le village. Voilà, c'est un trou de Samori Touré dans les années 1843 à 45. Cette colline du haut de ces dizaines de kilomètres fait l'objet d'une légende selon laquelle il y existerait un tunnel qui débouche dans un village ivoirien et par lequel Samori Touré serait passé pour échapper aux colons blancs. Il y a un grand trou au sommet de la colline et dans le trou, il y a un grand salon, un vaste salon dans le trou. On peut même rester dans le trou là et voyager, aller sortir dans un village qu'on appelle Sagba. C'est sur le territoire ivoirien. Donc, depuis, c'est un lieu sacré. Aujourd'hui, pour les habitants de Dokita, c'est un lieu sacré où tout fils ou fille du village, ou d'ailleurs en quête du bonheur ou de bonne récolte, vient faire sa demande aux esprits de la colline avec en contrepartie des présents de tout genre. Autre point de l'actualité, et on s'intéresse à la sécurité alimentaire au Burkina Faso. La famine n'est pas à craindre malgré un déficit de récoltes constaté dans 17 provinces du pays. Cette assurance a été donnée par le gouvernement qui dit avoir pris les dispositions nécessaires pour faire face au déficit de la campagne agricole humide. Et c'était hier à l'Assemblée nationale où des sujets sur la sécurité et le programme d'urgence du Sahel ont également été évoqués. On fait le point avec Urbain Benito Somé et Tanga Kafandou. Le contenu et l'évolution du programme d'urgence pour le Sahel, le déficit céréalier lié à la mauvaise campagne agricole, la coordination des opérations du G5 Sahel, le renforcement des capacités des forces de défense et de sécurité, telles sont entre autres préoccupations que les députés ont posées au gouvernement à cette plénière. Sur la question des mesures prises pour pallier le déficit céréalier, le gouvernement rassure, bien que 17 provinces sont déficitaires, il ne s'agit pas d'une situation de famine et des mesures sont prises non seulement pour renforcer les magasins de céréales, mais aussi pour limiter la sortie des céréales hors du pays. Quant à la question sur la sécurité, la sensibilité du sujet commande moins de détails, mais le gouvernement dit tout mettre en œuvre pour appuyer les forces de défense et de sécurité dans la lutte contre le terrorisme, mais reste convaincu d'une chose. Toutes les armées en opération ont pour source de motivation principale le soutien sans faille de la nation entière. Les forces armées du Burkina Faso ont davantage besoin de ce soutien. Elles souhaitent la collaboration active des populations avec elles. Les forces armées nationales sont convaincues, et le gouvernement avec elles, que dans la solidarité, la cohésion et dans une sorte d'union sacrée avec la nation entière, la victoire de notre peuple sur le fléau du terrorisme est certaine. Au-delà du renforcement des capacités des forces de défense et de sécurité, il y a la mise en œuvre du programme d'urgence pour le Sahel, l'autre composante socio-économique pour lutter contre la pauvreté dans la zone dont la mise en œuvre est estimée à 17%, précise le gouvernement. L'électrification des zones rurales est en marche au Burkina Faso, avec pour dernier exemple la commune rurale de Dialgaï dans le Kouritenga. 2 villages de cette commune sont désormais alimentés par un réseau solaire et cela entre dans le cadre d'un projet du ministère de l'Énergie qui vise à électrifier 100 villages du Burkina Faso. Le ministre Alpha Ouma Dissa était hier à Dialgaï pour constater l'effectivité des travaux. Yacouba Gamene et Mariam Daou. Bourama Sanwidi est le premier bénéficiaire de l'électricité dans le village de Passem Nonguin dans la commune de Dialgaï. Cela a été rendu possible grâce à cette centrale solaire installée il y a 2 semaines. Et le ministre de l'Énergie, le professeur Alpha Ouma Dissa et sa délégation sont ici pour constater de visu que la centrale est fonctionnelle. Constatez vous-même, en 2 semaines, on a établi un champ avec stockage et vous voyez les lignes de transport à travers le village. Et ce village aura l'électricité pratiquement dans l'ensemble des quartiers dans les jours à venir. Et l'avantage d'un tel système, c'est quoi? C'est que là, vous avez plusieurs dizaines de watts crête. Si la taille du village augmente, vous pouvez augmenter la taille du champ. Vous pouvez augmenter la taille du stockage. L'énergie sera vendue en fonction donc, de la politique donc, du gouvernement. Il y a des compteurs prépayés qui vont être expérimentés sur ces réseaux où on peut gérer de loin avec les coopératives qui seront mises sur place. De
Passem Nonguin à Zéguédéga, les populations ont salué l'arrivée de l'électricité dans leur localité. De l'électricité qui va, entre autres, contribuer à la création d'activités génératrices de revenus et à l'amélioration des conditions d'études des élèves. Les élèves, quand ils sortent de l'école, la nuit, ils sont enfermés. Parce que pour apprendre leurs leçons, c'est difficile. Voilà. Mais maintenant, c'est bien avec nous. La réalisation de ces 2 centrales solaires dans la commune de Dialgaï entre dans le cadre du programme spécial solaire budget de l'État. À terme, 100 villages du Burkina seront électrifiés. Dans l'actualité également, la campagne de commercialisation du sésame au titre de l'année 2017-2018, la période 2017-2018, a été lancée le jeudi dernier. La dite campagne a été lancée à Fadane Gourma par l'interprofessionnel Sésame du Burkina Faso. Une occasion pour les acteurs de la filière sésame de recueillir les préoccupations des producteurs. Plus de précisions avec Alassane Kendrebego et Mamadi Ouedraogo. La campagne commerciale 2017-2018 fixe le prix du sésame blanc à 500 francs CFA le kilogramme et le sésame bigarré à 490 francs CFA sur toute l'étendue du territoire national. C'est la bonne nouvelle que les membres de l'interprofession sésame du Burkina, Intercep, annoncent aux acteurs de la filière, une source de motivation pour récompenser l'ardeur au travail des producteurs. L'interprofession a adopté et validé une convention et cette convention porte essentiellement sur la fixation d'un prix plancher du sésame aux producteurs pour que chaque acteur, où qu'il soit, il puisse profiter de l'activité qu'il mène. Nous nous réjouissons déjà de ce premier prix plancher qui a été fixé. Il nous appartient vraiment de nous approprier ces prix parce que c'est l'application sur le terrain qui fait souvent défaut. Pour éviter les sorties frauduleuses du sésame hors du pays, le gouvernement burkinabé et l'Intercep ont pris des dispositions sécuritaires. Il y a eu l'adoption d'un cahier de charges pour l'exportation du sésame. Il y a aussi des projets de loi qui sont en préparation au niveau du ministère du Commerce, à savoir la prise des décrets par rapport aux agréments qui seront dédiés aux collecteurs, aux acheteurs et aux exportateurs du sésame. Classé deuxième produit agricole d'exportation après le coton, les recettes du sésame ont apporté à l'économie du Burkina plus de 340 milliards de francs CFA entre 2010 et 2016. Des journalistes appelés à contribution pour rendre effectif l'accès à l'eau potable, à l'hygiène et à l'assainissement au Burkina Faso. Sur le sujet, des journalistes ont suivi une formation à Bobo-Dioulasso du 6 au 7 décembre dernier à l'initiative de l'ONG WaterAid. La suite de cette formation devra être des productions journalistiques pour interpeller les décideurs sur la problématique de l'accès à l'eau potable et à l'assainissement. Karim Ilboudo et Moumoune Ebarou. L'accès à l'eau potable, à l'hygiène et à l'assainissement n'est pas encore un acquis chez bon nombre de personnes dans les grandes cités du Burkina Faso et encore moins dans les zones rurales. Dans la plupart des ménages, des écoles et même dans certaines structures de santé, le manque d'eau et d'hygiène est encore une réalité. D'où la mise à contribution des journalistes pour interpeller l'opinion publique à réagir face à cette préoccupation. Nous savons que les journalistes jouent un rôle d'éveil de conscience, un rôle d'interpellation, un rôle qui, en tant que quatrième pouvoir, devrait leur permettre d'interpeller les autorités publiques pour voir est-ce que les engagements qui ont été pris au niveau national et international sont suivis. Est-ce que pour l'atteinte des ODD de 2030 qui voudrait que tous les Burkinabés aient accès à l'eau potable et à l'assainissement, est-ce qu'on tend vers cela ? Parler de ces questions à l'opinion publique nationale, les journalistes devraient, à travers cette formation, améliorer leurs compétences pour mieux traiter l'actualité en lien avec les secteurs eau, hygiène et assainissement. Nous, en tant que journalistes, ça nous canalise sur d'éventuels reportages sur ces questions d'eau. Parce qu'aujourd'hui, vous avez dans les noms le titre, par exemple, la question d'eau qui est cruciale. Il y a aussi le fait qu'en ville même,
Quand on parle d'assainissement, les gens pensent que c'est un acquis. Ce n'est pas du tout un acquis. Il y a les mentalités qui sont toujours en retard, donc qu'il va falloir conscientiser. Les questions d'eau et d'assainissement sont toujours une préoccupation majeure des populations, alors que la Constitution du Burkina Faso consacre à son article 18 les droits à l'eau et à l'assainissement. Est-ce une réalité au Burkina Faso? En tout cas, c'est la question que tout le monde se pose. Quel bilan peut-on tirer de l'organisation du pèlerinage à la Mecque cette année? C'est un bilan positif selon le comité d'organisation compte tenu de l'augmentation du quota national des pèlerins. Au cours d'une conférence de presse le jeudi dernier, le comité a aussi donné des informations sur la subvention de 400 millions de francs CFA qu'il a reçue de l'État burkinabé. Des précisions avec Urbain Benito Somé et Sanoua Christine Koulibaly. C'est une conférence de presse voulue par le comité d'organisation du pèlerinage à la Mecque pour dresser le bilan du Hajj 2017. Une édition qui s'est déroulée dans un contexte marqué par l'augmentation du quota national de pèlerins qui est passé de 5 500 à 8 143 pèlerins. Cette augmentation du quota a engendré un certain nombre de défis à relever, à savoir l'établissement des passeports en nombre suffisant et dans les bons délais, la réalisation des visites médicales et des vaccinations des pèlerins, l'effort supplémentaire à fournir pour le suivi sanitaire des pèlerins en Arabie Saoudite, la gestion des vols charters, etc. Malgré ces défis, grâce à la volonté d'Allah, l'expérience des différents acteurs soutenus par le gouvernement a permis de rendre effectif le Hajj 2017. Et sur la subvention de l'État qui aurait été détournée par le comité, Amadé Konfé situe l'opinion publique. Nous sommes maintenant prêts pour discuter de l'utilisation des 400 millions. C'est là, certaines agences ont dit, à ce stade-là, il faut distribuer l'argent aux pèlerins. Aucune banque saoudienne ne pourra mettre à la disposition du comité 400 millions. Étant donné que la question a été décidée comme ça, nous avons préféré garder l'argent dans le compte et nous sommes revenus rendre compte à qui de droit. Pour faciliter les prochains Hajj, le comité suggère l'achat d'ambulances avec une partie de cette subvention, ce au regard des problèmes sanitaires rencontrés par bon nombre de pèlerins à la Mecque. Merci Sanoua Christine Koulibaly et c'est avec vous que les téléspectateurs ont rendez-vous à 22h30 pour la dernière édition du jour. C'est la fin donc de ce journal. Merci de l'avoir suivi et merci de votre fidélité à la RTV.